Bonjour à tous. Aziz, je voudrais te remercier de m'avoir invité à ce congrès et je remercie toutes les personnes présentes ici. En fait, je vais vous présenter un petit peu les mécanismes moléculaires et comment on cherche à identifier des patients. De ce côté, au vu des trois premières présentations, en fait, je vais pouvoir passer très vite sur le début. Juste quelques rappels. Notre groupe s'intéresse aux infections pyogéniques, bactériennes, principalement le pneumocoque. On a aussi une cohorte de patients avec des infections à staphylocoque ou à hémophilus. On recrute aussi des patients avec des infections sévères à Streptococcus groupe A. Et juste pour information, donc en 2000, et certes la vaccination n'était pas toujours systématique, au moins contre le pneumocoque, mais on avait encore 14 millions de personnes à travers le monde qui développaient des infections sévères aux bactéries. Ça conduisait à peu près à 10% de morts. Et ce qui représente environ 700 000 enfants, et ce, en écartant les patients qui étaient HIV positifs. Donc l'idée du laboratoire est qu'en fait le portage des bactéries est commune, c'est-à-dire que tout le monde dans cette salle a rencontré a été porteur de ces bactéries, quels que soient les groupes, et aucun de vous n'a développé d'infection sévère à ces infections bactériennes. Dans de très rares cas, et c'est réellement là le point qui est important, on développe quelques infections des otites, mais dans de très rares cas, on développe des sepsis, 1 pour 10 000, qui est à peu près l'incidence. On sait les traiter. Il semble que la prise en charge des patients en temps est réellement le problème, puisqu'il faut diagnostiquer le plus rapidement possible. Mais on a des moyens de lutter contre ces infections bactériennes, soit via les antibiotiques, soit à travers les vaccinations à titre préventif. Et sur cette courbe, désolé. Yeah. Et dans cette courbe-là, on voit bien qu'en fait, l'introduction des vaccins a très fortement, comme ça a été présenté, avant le nombre d'infections, au moins par le pneumocoque. Notre hypothèse, c'est qu'en fait, ces patients qui développent des infections sévères bactériennes présentent un défaut au niveau génétique qui les prédispose à ces infections bactériennes. Et ça, c'est la théorie génétique des infections qui a été, juste historiquement, et ça, je pense que ça a été rappelé par Jean-Laurent à de nombreux moments, entre Mendel, qui a posé les bases de la génétique, Louis Pasteur et bien d'autres microbiologistes qui ont caractérisé les bactéries. Charles Nichols qui a proposé que en fait, la plupart des gens étaient porteurs mais n'étaient pas symptomatiques. Et enfin, Dr Garold qui a proposé que potentiellement le facteur de l'hôte avait un rôle prédominant. Jean-Laurent a proposé que potentiellement les enfants qui présentaient ces infections sévères bactériennes pouvaient présenter aussi un défaut génétique. On connaît très bien, et là je vais passer très rapidement, les acteurs qui contrôlent les infections bactériennes, que ce soit des facteurs de l'immunité innée ou du côté adaptatif. Cependant, quand on s'intéresse un petit peu, et ça c'est une étude rétrospective à l'hôpital Necker, sur 163 individus qui ont été recrutés sur des méningites, en fait on en a seulement 3% pour lesquels on a identifié des étiologies génétiques. 15% présentaient un diagnostic immunologique dans le sens qu'ils avaient en général une hypogammaglobulinémie, mais la majorité sont complètement idiopathiques. Et donc, tout le travail qu'on a développé est d'essayer de comprendre si ces 85% d'individus présentent des défauts qui, pour l'instant, ne sont pas détectables par les techniques actuelles.
Alors, je vais passer l'étude du complément qu'on a vu hier. Je vais passer également tout le côté des skids, puisque en fait, ils font aussi des infections bactériennes, mais c'est un tableau plus général. Mais si on regarde les patients, comment les patients sont recrutés dû à des infections à streptocoque, on se rend compte qu'il y a une voie majeure de l'immunité qui passe par ce qu'on appelle la voie NF-kappa B. Et ce facteur, dont les 3 principaux molécules sont NEMO, IKK-alpha et IKK-bêta, en fait, sont au centre de plusieurs voies qui regroupent la voie IL-1-bêta, la voie des TLR, comme ça a été présenté avant, mais également le TCR et le BCR signalent à travers cette voie-là, ainsi que toutes les molécules, les 14 ou 17 TNF récepteurs. Et en fait, toute notre histoire débute par l'identification en 2001 de patients qui présentaient des infections récurrentes au pneumocoque. Et en fait, il a été identifié au niveau génétique qu'il portait une mutation au niveau du gène NEMO. Suite à cette étude, en 2003, donc réellement rapidement, un deuxième défaut a été reporté, c'était dans le gène IKKB-alpha, et qui est en fait une molécule très importante, puisque après stimulation de ces récepteurs, NEMO va phosphoryler IKB-alpha. Cette molécule va être envoyée vers le protéasome qui va dégrader cette protéine, ce qui va permettre au facteur de transcription NF-kappa B de transloquer au noyau et d'activer un grand nombre de gènes, puisque en fait, il semble que ça, selon la littérature, ça oscille entre 1000 et 2000 gènes, et en particulier tous les gènes qui sont impliqués dans la réponse inflammatoire. Plus récemment, il a été démontré des défauts autosomales récessifs dans IRAK4 et MYD88. Et c'est deux défauts-là qui impactent seulement une partie des voies de signalisation, la voie IL1 récepteur et la voie TLR, ont montré que ces patients ne présentaient que des infections aux germes encapsulés, aux bactéries encapsulées. Ce qui a été la démonstration, entre guillemets, qu'un déficit génétique particulier pouvait prédisposer à une infection particulière. Plus récemment, et je ne sais pas si vous avez lu cette étude, il a été démontré par ma collègue Anne Puel que des défauts dans la molécule TRAP, qui est une molécule qui est importante pour la signalisation dans la voie TLR2, associée à un défaut de production d'anticorps anti-LTA, prédispose essentiellement, et quand je dis essentiellement, il n'y a pas d'autres infections, à Staphylococcus aureus. Ils ne font pas de champignons, ils ne font pas d'infection à Streptococcus, mais seulement à Staphylococcus. Donc, l'approche du labo est simple. On pourrait revenir dessus, mais on a une approche génome sequencing ou exome sequencing, où en fait, chaque patient qui présente des infections sévères bactériennes, on récupère l'ADN et on l'envoie séquencer, et on étudie au niveau de son génome s'il porte ou non des mutations. Je vais commencer par une étude rapide sur un groupe de patients dont vous avez certainement entendu, qui sont des patients spléniques qui présentent une très grande susceptibilité aux infections aux germes encapsulés. Et donc, juste pour rappel, donc, la pathologie des patients spléniques, l'incidence des patients spléniques est d'environ de 1 sur 600 000. Mais lorsqu'on se focalise seulement sur les patients présentant des infections invasives de pneumocoque, ça représente 2 sur 1000. La clinique, la présentation clinique est classique, c'est-à-dire en général ils font des infections avec fièvre et qui conduit à un méningite. Ils sont aussi associés à une thrombocytose. Le diagnostic, il est là aussi simple, c'est soit par ultrason, soit par scanner. Et le traitement, une fois que ces patients ont été identifiés, est là aussi simple. Donner ou non en prophylaxie de la PNI et les vacciner tous les 5 ans par le pneumo 23.
En 2013, Alexandre Bolz a réussi à définir l'étiologie génétique qui conduisait à une asplénie congénitale isolée, en identifiant parmi 23 familles, 8 familles qui présentaient des mutations dans le gène RPSA, des mutations hétérozygotes. Et la présence d'un codon stop et d'un frameshift dans 2 de ces familles a suggéré que ces patients présentaient une asplénie congénitale due à l'absence d'une copie, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'haploinsuffisance. Une copie n'est pas suffisante pour mener à la formation du spleen. À ce moment-là, en 2013, tous les patients qui étaient porteurs de la mutation n'avaient pas de spleen. Depuis, on a recruté 33 familles supplémentaires et on a fait du séquençage spécifique de RPSA et on a retrouvé 14 familles, 15 familles, excusez-moi, 11 portaient des mutations dans les exons, donc dans la partie codante du gène, et 3 familles portaient 2 mutations dans le 5' UTR. Parce que maintenant on a accès à des bases de données très larges en termes de génétique des populations, on a permis de démontrer qu'en fait les patients présentant des mutations dans un RPSA sont enrichis et associés à l'asplénie et que la majorité des gens dans le monde ne possèdent pas de mutation dans ce gène-là. Cette étude nous a aussi révélé, contrairement à l'étude de 2013, c'est qu'en fait, être porteur d'une mutation dans un RPSA ne conduit pas systématiquement à l'absence du spleen. Et je voudrais juste attirer votre attention sur cette famille-là. Une famille d'Argentine où en fait la grand-mère est morte à 44 ans sans avoir jamais souffert d'infection, d'une septicémie. Le physicien s'est alors intéressé à cette famille et a en fait a diagnostiqué un problème de spleen au niveau de la mère ainsi qu'au niveau du plus jeune enfant. On a réalisé l'étude génétique et ce qu'on s'est rendu compte, on n'avait pas d'ADN pour la grand-mère, mais la maman était porteur d'une mutation dans RPSA, le fils aussi, mais également la fille qui possède un spleen complètement fonctionnel. Au total, ceci nous amène à constater qu'en fait, à peu près la moitié des patients sont des patients. La moitié de nos individus sont porteurs de la mutation, mais ont toujours un spleen fonctionnel. Donc au total, sur cette étude d'ICA, en fait, on a à peu près un peu plus d'un tiers des patients qui possèdent des mutations hétérozygotes dans RPSA. Ça explique pratiquement tous les cas familiaux. Un tiers de ces mutations se produisent de novo, c'est-à-dire que les parents ne sont pas porteurs de la mutation, que la pénétrance peut être incomplète et que le mécanisme à l'heure actuelle est complètement inconnu, c'est-à-dire on n'a aucune idée de pourquoi le gène RPSA est essentiel pour le développement du spleen et pas des autres organes. La deuxième partie, je voudrais me focaliser sur l'étude de deux cas qui sont des KID et qui touchent aussi bien l'immunité adaptative que l'immunité innée. Donc ça, c'est un cas classique que l'on a eu. C'est une famille avec un cas familial d'hyper-IgE, autosomal dominant, avec toutes les caractéristiques. Je ne vais pas vous les présenter, vous êtes médecin, donc vous savez très bien de quoi on parle. Et en fait, le centre de diagnostic génétique n'a pas identifié de mutation dans stade 3. Cas particulier, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, tous les cas d'hyper-IgE autosomale dominante sont associés à des mutations dans stade 3. On a fait un whole exome sequencing, un séquençage des exons à la recherche de gènes candidats. Et en fait, après avoir
focalisé sur les régions exoniques. Nous n'avons pas trouvé, et nous n'avons pas trouvé ou identifié de gènes candidats qui pouvaient expliquer cette maladie. Mais comme vous le savez, quand on étudie des patients au niveau génétique, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons en général entre 50 000 et 100 000 variations qu'il faut traiter de différentes façons. Donc l'une des premières idées, c'est qu'en fait, on enlève les introns, les régions promotrices, les régions UTR des gènes. Et en fait, on est revenu sur les données, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ce patient présentait une mutation intronique, et cette mutation intronique n'était pas reportée. Et en fait, on a prouvé que la ségrégation familiale menait à une pénétrance complète, c'est-à-dire que tous les individus qui présentaient l'hyper-IgE portaient cette mutation. Nous avons montré que en fait, cette mutation crée la création d'un nouvel exon dans le gène, et que cette nouvel exon codait pour 17 acides aminés qui seraient au milieu de la protéine STAT3. Nous avons également démontré que cette nouvelle protéine était perte de fonction, c'est-à-dire que sa capacité à se lier en particulier à l'ADN était complètement nulle. Et nous avons démontré qu'en termes d'activité, c'était également le cas. Et comme vous le savez, on essaye toujours de comprendre un peu plus les mécanismes moléculaires. Nous avons démontré qu'en fait, cette protéine était, exprimée dans les cellules du patient, mais que d'autre part, elle agissait de façon négative sur la protéine sauvage. Et contrairement au premier exemple où en fait une seule copie n'était pas suffisante, dans ce cas-là, en fait, on réduit la capacité d'activité de la molécule STAT3 à 25%. Finalement, on a démontré que c'était le même cas dans les cellules du patient, où en fait, comparé à 3 contrôles, après induction des cellules par de l'IL-21, STAT3 est incapable de signaler et d'aller au niveau nucléaire et de se lier à l'ADN. Le deuxième cas, c'est un cas aussi qui nous a posé beaucoup de problèmes, puisque cet enfant nous a été référé en 2002. Donc il nous a fallu à peu près 15 ans pour trouver finalement de quoi ces patients souffraient. Donc c'était des cas cliniques que potentiellement vous rencontrez. Le premier patient meurt très rapidement d'infection bactérienne. La prise en charge est trop rapide. Pas de bilan immunologique ou de bilan génétique. Un an après, ils ont un nouveau garçon et il est pris en charge plus rapidement dû au premier décès. On essaye de contrôler. Une CRP élevée, le médecin donne immédiatement une antibiothérapie, bien qu'il n'y ait pas de bactéries détectées à ce moment-là. Et puis, au cours de ces 9 mois de vie, ce patient va faire des infections à des bactéries, à des virus, et il meurt au bout de 9 mois d'une infection virale respiratoire. Andrew Jennery, qui suit ce patient et que vous connaissez certainement tous, veut comprendre. Il va voir la mère, il envoie la mère, il voit la mère et en fait il trouve qu'en fait cette maman possède des lignes de Blaschko mais subtiles, discrètes pour que tout le monde les manquait. Et donc, troisième garçon qui arrive 2 ans plus tard, et lui, il est en parfaite santé, pas de problème. La seule information qu'on avait, c'est que quand on prenait les cellules du patient P2 et que l'on faisait un Western blot, on observait une diminution de Nemo. Et alors là, je vais vous passer tout ce que l'on a fait. Je crois qu'on a tout essayé sur ce patient-là. On a fait du karyotype, on a tout cherché. Et en fait, la solution nous est venue d'un whole genome sequencing, c'est-à-dire du séquençage de tout le génome,
avec l'hypothèse que c'était Nemo. Mais Nemo, c'est un gros problème parce qu'en fait, Nemo a un pseudogène. Et ce pseudogène, en fait, il empêche les analyses génétiques classiques et on a besoin de trouver des solutions. Et en fait, on est venu avec l'idée de cacher ce pseudogène pour le programme qui analyse et lui dire, ok, si tu vois pas ça, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces parties blanches, ce sont des séquences génomiques qui sont alignées, mais pour lesquelles les programmes ne sont pas capables d'identifier le variant. Et en fait, en cachant cette partie du génome, le programme, il réallocate toutes les séquences sur Nemo, mais cette fois-ci, le programme, il dit « Ah oui, moi je comprends ça, cette séquence, ça peut aller qu'à un seul endroit, donc je vais vous donner s'il y a une mutation à cet endroit-là ou pas. » Et en faisant ça, on a trouvé en fait une mutation intronique à plus de 800 paires de bases à l'intérieur de l'intron. En parallèle, on a eu la chance de discuter avec un groupe japonais qui, de façon complètement fortuite, avait le même cas, c'est-à-dire un patient décédé. Et en fait, en comparant nos analyses, on retrouve exactement la même mutation. Donc, il y a une famille qui est anglaise, l'autre qui est japonaise. Donc, en fait, ce sont des mutations de novo. Un autre problème auquel on a été confronté, c'est qu'en général, quand vous trouvez une mutation, vous regardez si c'est présent dans les bases de données. Et en fait, puis dû à la duplication du gène, en fait, dans les bases de données, il n'y a pas d'informations sur Nemo. Et donc, comme vous voyez ici, ça, c'est les points rouges. En fait, il n'y avait pas d'informations. On a réappliqué la même chose à 2500 génomes. Et en fait, on a décrit pour la première fois une carte de tous les variants possibles au site de Nemo. Au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, cette mutation crée un nouveau site de splice, un nouveau site d'épissage. Et en fait, ça crée un nouvel exon. Alors vous me direz, pourquoi vous n'avez pas séquencé le cDNA en 2003 de Nemo? En fait, de ce patient, on l'a séquencé, mais il était wild type. Donc il n'y avait pas de mutation au niveau cDNA. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du type cellulaire, cet événement de splice est différent. Et en particulier, il est augmenté dans les cellules du sang, il est pratiquement absent dans les cellules fibroblastiques. Le groupe japonais a eu l'idée de générer des cellules souches. Et en fait, il a pu démontrer qu'en fonction des cellules souches et comment vous les différenciez, vous obtenez ce nouveau transcrit dans les cellules myéloïdes, mais pas dans les cellules que vous aurez différenciées en cellules neuronales, ni dans les cellules souches. De même, on démontre que au niveau protéique, ce qui se passe, c'est que au niveau fibroblastique, on exprime un tout petit peu de Nemo dans les cellules du patient, alors qu'au niveau des leucocytes, la protéine Nemo est pratiquement absente, ce qui explique en fait le phénotype clinique du patient. Et enfin, finalement, on a complémenté cette mutation en utilisant les cellules. On a réintroduit une copie wild type et on restaure toutes les fonctions physiologique de la cellule. Donc pour terminer et pour conclure, ça a été très bien présenté par mes collègues, c'est-à-dire que pour lutter contre les infections bactériennes, le système immunitaire inné et adaptatif est crucial. Il semble, pour ma part, que les déficits en anticorps prédisposent très largement en fait, aux infections au pneumocoque. Au vu de tout ce qu'on a entendu, je pense qu'il est important à un moment de poser un diagnostic génétique qui aura pour conséquence d'associer ce défaut génétique à des mécanismes moléculaires et cellulaires et à travers la littérature, en général, cela permet de comprendre la physiopathologie et de permettre pour vous, médecins, d'avoir une approche thérapeutique bien plus ciblée que sans aucune connaissance. Le point
un des points aussi importants, c'est que de plus en plus, et je ne vous ai pas tout présenté, mais de plus en plus, on retrouve des mutations introniques qui ne sont pas retrouvées quand on fait du séquençage par Sanger, juste des régions des exons. C'est-à-dire que les mutations sont suffisamment à l'intérieur des exons, des introns pour qu'on les rate. Et donc, si vous avez une maladie bien associée comme hyper-IgE, etc., si vous ne trouvez pas le gène candidat, il faut peut-être de temps en temps aller un peu plus loin pour identifier. Et puis, malgré, je crois, le travail de tout le monde ici, on a encore énormément de patients qui font des infections bactériennes, qui décèdent, comme vous l'avez rappelé, et qui, malheureusement, pour nous, sont complètement idiopathiques, que ce soit au niveau immunologique ou au niveau génétique. Et je voudrais juste finir pour un dernier point, parce que peut-être vous en avez, on est en train de constituer une petite cohorte de patients présentant des infections nécrosantes, des pneumonies nécrosantes. Et si parmi vos patients, vous avez certains de cette présentation clinique, nous apprécierions que vous nous les partagiez. Donc là, je remercie tous les gens. Je voudrais remercier principalement les physiciens, vous, puisqu'en fait, notre travail ne commence qu'une fois que vous nous avez envoyé vos patients. Et je voudrais vous remercier énormément, ainsi que les patients qui veulent bien participer à ces études. Merci beaucoup.